Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver sur R7 et merci de suivre cet édito R7. En observant le déroulement du mariage de Claudia Sassou, la fille du tyran de Brazzaville, et Willy Etoka, l'homme qui avait vendu au monde une importante découverte pétrolière qui s'était finalement avérée être une arnaque en 2019. Cela a nécessité beaucoup de persévérance, beaucoup d'oiseaux de mauvais augure aussi ne croyaient pas. L'exploitation de ce champ pétrolier débutera dans 6 mois. D'après les études de prospection, le gisement pourrait produire jusqu'à plus d'1 milliard de mètres cubes d'hydrocarbures, dont 359 millions de barils de pétrole, soit 983 000 barils par jour. Des enquêtes, ça vous le savez, c'est juste un rappel, avaient affirmé que les réserves étaient largement exagérées et que cette prétendue découverte était une supercherie, une arnaque. Le chiffre évoqué d'une production future de l'ordre de 980 000 barils par jour est un chiffre totalement fantaisiste. Il ne repose sur aucune donnée sérieuse, même s'il a fait le tour du monde. Ça supposerait qu'on ait découvert à terre, en République du Congo, un très gros champ pétrolier. Je suis très sceptique non pas sur l'annonce de la découverte, mais sur l'effet de taille qui est donné par de tels chiffres. Il y a peu de champs dans le monde qui produisent 1 million de barils par jour. Il serait très étonnant qu'en République du Congo, qui produit actuellement environ 350 000 barils par jour, que l'on découvre un champ énorme qui puisse produire à peu près 3 fois la production pétrolière actuelle du Congo. Cela ne repose sur rien de sérieux au sens technique du terme. Dans un article publié le 28 février 2020 par Global Witness intitulé « Ce qui se cache sous terre », il est rapporté qu'une enquête commune menée par Global Witness, Der Spiegel et Mediapart en liaison avec le réseau médiatique European Investigative Collaborations révèle que les comptes bancaires français des sociétés appartenant à Claude Wilfried Etoka avaient été clos car identifiés comme potentiellement exposés à un risque de corruption. Vous avez probablement compris qui est réellement Claude Wilfried Etoka, un des hommes liches de Denis Sassou Nguesso qui pille les revenus du pétrole congolais. Il est donc difficile de ne pas ressentir un profond sentiment de tristesse et de consternation face à la situation socio-économique chaotique actuelle de la République du Congo. Notre pays traverse réelle situation de crise. Payer des salaires tous les mois relève d'une véritable acrobatie. C'est un vrai casse-tête. Faire face à nos obligations internationales tous les mois, c'est un vrai casse-tête. Financer notre avenir, c'est un vrai casse-tête. J'insiste, notre avenir, l'avenir de nos enfants, c'est un casse-tête. Pour ceux qui ne perçoivent pas encore que le Congo est sous l'emprise d'un régime de prédation et d'occupation étrangère marqué par l'instauration d'un système d'apartheid, il suffirait d'examiner attentivement le déroulement et le faste extravagant du mariage Claudia Sassou Nguesso et Willy Etoka et de le comparer avec la misère et la souffrance que subit le peuple congolais au quotidien. On a vu à ce mariage des artistes musiciens venus d'ailleurs, Moïse Mbilé, Billy Abel, Ferregola, j'en passe, rémunérés à prix d'or. Alors que le Congo-Brazzaville regorge de talents artistiques exceptionnels, je ne vais pas les citer si vous les connaissez. Le clan Sassou Nguesso a plutôt préféré des artistes musiciens étrangers et des pasteurs, bien sûr, payés à grands frais, malgré la présence d'une multitude de pasteurs et de guides spirituels sur place au Congo-Brazzaville. Je n'ai rien contre les étrangers, moi-même je vis à l'étranger, mais c'est l'utilisation de ces derniers par le clan Sassou Nguesso pour
piller les finances publiques du Congo-Brazzaville et favoriser l'évasion financière. L'aspect le plus révoltant est sans doute l'opulence affichée à ce mariage et des centaines d'invités étrangers tout frais payés. Billets d'avion, hôtels de luxe, transport et autres extravagances, visiblement avec l'argent du contribuable congolais. Des crimes économiques et financiers devenus la norme sous la gouvernance Sassou Nguesso et son parti congolais du travail. Le résultat de 2 ans d'enquête. Gunvor au Congo a tout du polar. Du pétrole dans un pays pauvre, un négociant qui pèse 50 milliards et la place financière. Je pense que cette enquête montre que les sociétés de négoce de matières premières, y compris les plus grandes d'entre elles, ont adopté un modèle d'affaires qui est hautement problématique, notamment parce qu'elles opèrent dans des pays où la corruption est absolument endémique. Dans ce polar, on trouve aussi le richissime fils du président, un employé de Gunvor et des intermédiaires qui auraient touché pour 32 millions de dollars de commission. Gunvor a alors porté plainte contre son ex-employé. Les actes de l'ex-employé étaient inconnus de Gunvor, qui continue de coopérer pleinement avec le ministère public de la Confédération. Gunvor, qui a son siège ici, à Genève, n'a pas souhaité s'exprimer face caméra. Il faut dire que la ligne de défense de la société qui accusait des employés indélicats a été mise à mal ce matin même par le ministère public de la Confédération, qui a mis en prévention, inculpé Gunvor pour ne pas avoir su empêcher de possibles actes de corruption. L'enquête a rebondi à cause d'une rencontre entre Bertrand G, directeur financier de Gunvor, et un proche du fils du président. La rencontre a été filmée, Publica ayant publié des extraits au relent de corruption. On versait des commissions, on était persuadé que tout se passait bien. C'est comme ça qu'on pourra soudoyer tout ce qu'on veut. Le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? Les enquêtes diligentées dans certains établissements à budget de transfert ont révélé des écarts considérables entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges à couvrir, causant de la sorte un grave préjudice à l'État. Enfin, les contrôles organisés dans la fonction publique permettent souvent de débusquer de nombreux faussaires et autres agents fictifs. Pendant ce temps, le peuple congolais est absorbé par la misère et la souffrance. Personne ne croirait que nous sommes ici à Brazzaville. Pourtant, c'est la réalité pour ce quartier connu sous l'appellation de Mayala-Laskopa à Kombe, dans le 8e arrondissement de Brazzaville, Madibou, qui manque d'infrastructures de base. Les populations sont obligées de vivre malgré eux dans les conditions pénibles, comme en témoigne le chef de zone. La vie de ce quartier est très difficile. Premièrement, on n'a pas d'école ici. Deuxièmement, pas d'hôpital. Et pour faire le marché, les femmes marchent au moins à 10 km de chez nous ici. C'est ici à Kombe, mais vers le terminus. Quartier 17 à Madibou dans le 8e arrondissement de Brazzaville, non loin de Ngangalingolo dans le département du Poul, l'absence des infrastructures de base plonge les habitants dans la précarité. Pas d'hôpital de base, de marché et d'établissements scolaires publics dans ce quartier. Pour accéder au centre-ville, il faut parcourir des longues distances à pied. Je vais au PZ, je suis un peu loin pour arriver au goudron. Donc, je n'ai pas la possibilité d'arriver au goudron juste comme ça. Donc, je dois marcher parce que les voies ne sont pas bonnes pour emprunter le moyen. Donc, voilà pourquoi je suis venue à pied. Je suis à la fac. Je suis obligée de quitter à la maison à 4 heures. Les voies aussi ne sont pas bonnes. Je suis obligée de marcher
Les voies ne sont pas vraiment telles que nous le souhaitons, parce que nous utilisons encore les bourrettes pour nous déplacer. Si la voie était un peu améliorée, on devrait avoir au moins une ligne de bus ou bien une ligne couramment appelée 100, des petits moyens qui vont au moins nous permettre de quitter le goudron jusqu'à aller à Combé-Kibelelo sans pourtant faire la marche. Même si la marche elle est recommandée par les médecins, mais ça devient une marche forcée que nous faisons. Ici, les habitants espèrent un regard favorable des autorités du pays afin de les sortir de ces conditions de vie pénibles. On descend de l'arrêt de bus, donc du goudron, et jusqu'à l'intérieur, nous marchons. Il y a aussi des femmes enceintes, tout le monde ici on marche, et des vieux même. C'est pénible, c'est pas facile. Les populations du quartier 17 éprouvent aussi des difficultés d'approvisionnement en eau potable. Elles sont encore à l'étape de consommer l'eau extraite des puits. Plus de 70% des Congolais vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit à moins $1 par jour. Les Congolais manquent d'eau potable, d'électricité fonctionnelle, de pensions pour les retraités, de bourses pour les étudiants. Les services sociaux de base sont quasi inexistants. Est-ce que les Congolais de Brazzaville se rendent-ils compte de l'ampleur des souffrances et des injustices que le régime Sassou Nguesso et son PCT leur infligent? Ont-ils mesuré à quel point la dictature de Brazzaville, incarnée par Denis Sassou Nguesso, les a progressivement réduits en esclaves, les privant également de tous les droits et libertés? Ou peut-être que les Congolais seraient-ils encore sous l'emprise psychologique ou envoûtés par l'absorption avec l'eau publique du robinet mélangé des excréments et des urines du tyran de Brazzaville dans le cadre d'un rite dit d'influence exécuté par les marabouts de Sassou Nguesso, le cas du marabout nigérien Tandja Bachir qui a travaillé pour Sassou Nguesso, vous le savez, du 31 décembre 1997 au 15 avril 2015. Comme l'affirmait l'ancien Premier ministre congolais Alphonse Soukoulati Poiti dans une interview accordée au magazine francophone de référence Afrique Éducation numéro 418, édition du 1er au 15 mai 2016, page numéro 20. Je vais donc me faire le devoir de vous lire quelques paragraphes de cette interview que vous pouvez encore retrouver puisque je viens de vous en donner les références. On peut donc lire sur les colonnes de ce magazine que Denis Sassou Nguesso s'illustre en effet par un comportement de gangster politique malséant pour un président de la République. Ce n'est pas moi qui le dis, je suis en train de vous rappeler les notes que vous retrouverez sur les colonnes de ce magazine. Je viens de vous en donner des références. Dans le même contexte, il excelle, donc Sassou Nguesso, bien entendu, il excelle dans des pratiques magico-fétichistes jusqu'à faire absorber avec l'eau publique du robinet des excréments et des urines par les Congolais dans le cadre d'un rite dit d'influence exécuté par un marabout nigérien, Tandja Bachir, 18 ans durant. Mais ce dernier a fini par dévoiler lui-même à la suite d'un contentieux avec son client Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso a du reste de tout temps pratiqué le même rite d'une autre manière dans le cadre d'un fétiche familial légué par son père adoptif Julien Nguesso et détenu par son beau-neveu Jean-Dominique Okemba, dit Jidéo, fils adoptif de son demi-frère aîné Valentin Ambende Nguesso, patron du Conseil national de sécurité. Il croit qu'avec ses pratiques misérables et nauséabondes, tout le Congo serait à genoux devant lui. Erreur grave, car ça peut marcher un temps, mais plus le rituel dure, plus il perd de son acuité. Mais ce qui dure, c'est l'empoisonnement des consommateurs d'eau du robinet, y compris donc des étrangers en séjour au Congo-Brazzaville qui souffrent des maux de toutes sortes d'origines digestives dues à l'eau sale de la SNDE, donc l'actuelle EKRC. Sûr de ce genre de sorcellerie, Sassou Nguesso assassine, empoisonne et emprisonne ses compatriotes soumis au silence en même temps qu'il écume le trésor public transformé en moulin à foufou à son profit et à celui de ses enfants et amis.
La mission du marabout nigérien Tandja Bachir consistait donc à travailler les excréments et les urines de Sassou Nguesso que Jean-Dominique Okemba lui transmettait pour être répandus 2 fois par semaine dans les citernes d'eau des villes de Brazzaville, de Pointe-Noire et de Dolisie afin d'endormir tous ceux qui en usent pour leurs besoins quotidiens, consommation directe, cuisine, bain, lessive, nettoyage, etc. Le Nigérien Tandja Bachir a déclaré dans un journal que son travail de maraboutage et d'envoûtement du peuple congolais avait pris fin le 15 avril 2015 après 18 ans d'incantations magico-fétichistes au profit de Sassou Nguesso et de ses 2 enfants qu'il destinait à la politique, notamment Christelle et Claudia Sassou Nguesso. N'est-ce pas qu'ils y sont ? Ayant discerné que la vie politique de Denis Sassou Nguesso avait presque spirituellement pris fin, il ajoute que son client n'avait pas apprécié la solution alternative qu'il lui avait proposée, tendant à lui garantir l'inviolabilité judiciaire et politique à la fin normale de son 2e et dernier mandat présidentiel en août 2016. La nouvelle version du travail mystique de Tandja Bachir devrait consister à faire de Denis Sassou Nguesso un retraité doré et adulé par l'Afrique tout entière, un peu comme un second Mandela pour l'histoire. Mais à ma grande déception, il tomba aussitôt dans un état de total désarroi et insista sur sa vision de présidence à vie devant Jean-Dominique Okemba et Emmanuel Yoka. C'était le 15 avril 2015. Selon Tandja Bachir, Sassou Nguesso qui veut s'incruster au pouvoir se serait tourné vers l'Inde où les magiciens lui auraient demandé des sacrifices colossaux, écoutez bien, de 10 000 âmes et 2 milliards de dollars américains pour un travail que lui, Tandja Bachir, connaissant les circonstances, jugeait inopérant spirituellement. Des exigences mystico-fétichistes qui peuvent désormais, chers mesdames, messieurs, vous l'avez probablement compris, interroger sur les opérations militaires punitives menées dans le Pool, notamment la mise en œuvre du plan Mouebara ordonné par Denis Sassou Nguesso. Je crois que vous le savez, la sécurité présidentielle a fait partie des opérations dans le Pool. Les unités, la sécurité présidentielle ont participé aux opérations dans le Pool avec succès. J'ai ordonné qu'elle intervienne aussi, comme j'avais ordonné aussi qu'elle intervienne lors des opérations dans le Pool. Lorsque nous avons brûlé le département du Pool, on ne nous a rien fait. Ils n'ont rien fait, le ciel n'est pas tombé. Dans son reportage, la journaliste de RFI, Florence Maurice, parle d'une crise humanitaire oubliée. C'est un euphémisme. C'est des massacres de plusieurs dizaines de milliers de civils à huis clos. Sans journalistes, sans humanitaires. À Brazzaville, la communication des autorités sur la crise du Pool se résume le plus souvent à cela. Ils ont encore détruit, ils ont encore massacré, ils ont encore volé, ils ont encore pillé dans le département du Pool. Une condamnation vibrante de la barbarie des hommes du Pasteur Ntoumi et un hommage aux victimes militaires. Pas un mot, en revanche, pour les victimes civiles, pourtant en première ligne dans cette guerre qui ne dit pas son nom, prise en étau entre la violence des rebelles et celle des forces de sécurité. Nous étions plus de centaines. Étienne a échappé à un bombardement de l'armée. Il témoigne, anonyme, dans le secret d'une chambre close par peur des représailles. Il y a des gens qui ont perdu des vues, il y a les gens qui ont perdu des 4 membres, les intestins dehors, les autres, ils étaient morts sur place, calcinés en même temps, brûlés, des corps jonchés. Donc, il y avait des militaires qui ont envahi la zone. On m'avait licoté, on m'avait tapé, tout même là, le pied me fait mal. Ils tapaient, ils violaient, à l'œil nu comme ça là. Donc vraiment, c'était choquant. Au marché Total, le plus grand de Brazzaville, il y a longtemps que les bus ne font plus la navette entre la capitale et le Pool. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de bus qui viennent? Il n'y a plus de bus, rien. Les gens même ne sortent plus. On avait brûlé là-bas.
Depuis un an, les habitants de plusieurs districts du Poul subissent un véritable blocus. Et il n'est pas rare de voir arriver, un matin, épuisées, des femmes comme Chantal, 50 ans. Elle vient tout juste de fuir son village. La maison a cassé le chemin. Pourquoi? C'est infernal là-bas. Les militaires ont tout cassé. Ils ont brûlé nos maisons. On n'a rien à manger. Les gens ont les pieds enflés. C'est la pénurie. Le sel, par exemple. Les militaires nous vendent la cuillère de sel à 1000 francs alors que ça coûte 25 francs normalement. Pour aller chercher à manger, il faut s'échapper et se cacher dans la forêt. Les militaires nous pourchassent partout. On risque notre vie en allant chercher de quoi nous nourrir. Il faut tout faire en catimini. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour subir ça? On peut également s'interroger sur les 570 corps enterrés dans des fosses communes, notamment sur le site de Mayitougou dans le département du Poul en mars 2020. Des corps qui auraient été abandonnés par leur famille sans autre forme d'explication sur les circonstances de leur décès. Ce sont au total 570 corps sans vie qui ont été abandonnés pour des raisons jusque-là indéterminées dans les morgues des hôpitaux de Makelekele, Talangaï et dans la morgue municipale de Brazzaville, empêchant ainsi les pompes funèbres de fonctionner selon les normes requises. Après concertation à la mairie centrale, les pompes funèbres ont été visitées par la délégation municipale qui est allée toucher du doigt avec les délégués de la commission santé, affaires sociales, famille, genre et développement durable de l'effectivité des dispositifs visant l'inhumation de ces corps délaissés. Tout est mis en œuvre pour que ces corps indigents soient inhumés. Après les pompes funèbres, les autorités se sont rendues au cimetière Mayitougou, situé sur la route nationale numéro 1 après Ngangalingolo, où le directeur des pompes funèbres municipales s'est exprimé sur l'opération d'inhumation. Il s'agit des corps abandonnés définis comme indigents. Donc nous avions au total 570 corps. Vous en aviez 44 à Talangaï, vous aviez 69 à Makelekele et vous aviez 457 à la morgue de CH. C'est tous ces corps-là abandonnés que M. le maire a pensé enterrer par le biais de notre direction. Mais nous savons que les Congolais n'abandonnent jamais les leurs. En Afrique, pour ainsi dire, au Congo, les morts sont sacrés. Dans la suite de l'article du magazine francophone Afrique Éducation que je vous ai cité, les références en amont, l'ancien Premier ministre congolais Souklati Poiti poursuit en affirmant que Sassou Nguesso a perdu le sens de l'État et des responsabilités qu'imposent ses fonctions. Et nul n'ose de lui faire le reproche, à quelque niveau que ce soit, de crainte de subir les représailles mortelles ou de perdre son poste. Alors, l'impunité et l'irresponsabilité sont devenues les règles à tous les niveaux, de bas en haut, de l'échelle sociale dans le pays. Pour la suite de l'interview, mesdames et messieurs, je vous invite donc à vous rapporter à l'article du magazine Afrique Éducation numéro 418 du 1er au 15 mai 2016. Vous l'avez sans doute compris que la République du Congo a cessé de fonctionner comme un État depuis leur retour au pouvoir de Denis Sassou Nguesso en juin 1997 par la force des armes. Le Congo sous Sassou Nguesso s'enfonce davantage dans l'abîme et tend vers sa disparition, bien malheureusement, sous le regard impuissant des Congolais. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez cet édito, s'il vous plaît, aidez-nous à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Et dites-nous en commentaire vos opinions, cela nous fera énormément plaisir. Merci et à très bientôt.